j'ai le plaisir de présider la soutenance de Mme Benoul Abida, qui s'intitule, donc pour l'obtention d'un doctorat en sciences. Sa thèse s'intitule Oxydation du titane sous l'action d'un rayonnement électromagnétique, étude des mécanismes d'insertion des éléments chimiques, sous encadrement de M. professeur Abdou. Les membres du jury, donc, nous avons professeur Afoul, docteur Boussa Al-Hadi, ou madame docteur Krid Feria. Donc, pour M. Khazar Mohamed, donc, il a eu un empêchement, ne peut pas assister. Donc, vous avez à peu près 20 minutes pour nous présenter votre thèse de doctorat. Merci, Monsieur le Président de jury, Madame, Messieurs les membres de jury, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter mes travaux de thèse intitulés Oxydation du tétane sous l'action d'un rayonnement électromagnétique, étude des mécanismes d'insertion des éléments chimiques. Pour cette présentation, je suivrai le plan suivant. Je vais commencer par une introduction, ensuite je vais passer à la partie expérimentale, puis la partie de caractérisation et je terminerai par une conclusion. Maintenant, en relief quelques concepts théoriques de mes travaux. Le tétane et ses alliages sont des métaux largement utilisés dans les domaines aéronautiques, chimiques et médicaux. Ce matériau peut être utilisé comme implant grâce à sa biocompatibilité. C'est un élément relativement léger, présentant un excellent module spécifique comparable à celui de l'acier. Cependant, il présente un certain nombre d'inconvénients. Sa réactivité avec l'environnement peut être forte et son comportement frottement est médiocre. Les traitements superficiels permettent de remédier à ces phénomènes par la formation de couches peu épaisses présentant de meilleures propriétés en frottement. Cette étude avait comme objectif de réaliser des traitements de surface à l'aide d'une source laser à l'air libre. D'autre part, et comme le tétane est largement utilisé dans le domaine biomédical, nous avons étudié le comportement des échantillons traités dans la solution de Rigel, qui est une solution physiologique similaire au liquide corporel, dans le but d'évaluer leur capacité de passivation. Je passe maintenant à la partie expérimentale. Le matériau étudié est le tétane commercialement pur, grade 4, dont la composition est mentionnée dans le tableau suivant. On remarque qu'il est constitué du fer, d'oxygène, du carbone, d'hydrogène et d'azote, avec des pourcentages molaires limités. Ce matériau a subi un traitement de surface par une source laser de type néodyme IAC à l'air libre. Ce type de laser a une vitesse de balayage égale à 400 mm par minute et lentille de focalisation égale à 1 mètre et une longueur d'onde lambda égale à 1064 nanomètres, avec une puissance moyenne de 10 watts et une durée d'impulsion de 5 nanosecondes avec une fréquence d'impulsion F égale à 10 Hz. Les échantillons traités sont découpés en forme parallélépipédique de dimension 15 x 10 x 1,2 mm. Le faisceau laser est focalisé par une lentille de focale 1 mètre dans le but d'obtention des fréquences laser plus élevées. Au cours du traitement par laser, le faisceau laser parcourt la cible selon des allers-retours. La distance entre deux impacts successifs est comprise entre 400 et 800 mm. Le diamètre du faisceau laser est égal à 100 micromètres. Après plusieurs balayages par le faisceau laser, la surface de la cible sera entièrement recouverte par les impacts laser. On note aussi que pendant le traitement par la source laser, la surface de la cible
permet l'insertion des éléments légers tels que l'oxygène et l'azote sur l'ensemble de la surface du substrat, ce qui permet la création d'une phase de diffusion. Les échantillons traités ont subi plusieurs caractérisations. Pour étudier l'aspect structural des échantillons traités, nous avons utilisé la diffractométrie DRX. Ces deux figures représentent des diffractogrammes DRX. On remarque dans ce diffractogramme qui est à gauche, qui a été effectué à un échantillon de tétane non traité en tant que référence. On remarque la présence des pics intenses caractéristiques de la phase alpha-TE. Pour le diffractogramme qui est à droite, on remarque qu'il a été effectué un échantillon de tétane traité. On remarque l'apparition de plusieurs pics caractéristiques des phases d'oxyde et de nitrure de tétane. Ceci est dû à l'insertion de l'azote et de l'oxygène pendant le traitement par laser. Les analyses microstructurales et chimiques ont été effectuées à l'aide d'un microscope électronique à balayage de mer avec une microsonde EDS montée sur le canon de semelle. On remarque dans cette figure qui représente une image réalisée au mer, on remarque une présence d'une couche d'oxyde sur la surface du substrat traité. L'analyse par la microsonde DS a pour but de mettre en évidence la répartition des éléments chimiques sur la surface du substrat. On remarque sur ce tableau qui résume les résultats d'analyse chimique par EDS des régions ciblées dans la figure précédente. On remarque l'insertion d'azote et d'oxygène, ce qui confirme le résultat obtenu par l'analyse DRX. La figure qui se trouve au-dessous du tableau permet de visualiser de façon schématique les phases qui se présentent en surface des substrats traités. On remarque que ces phases sont des oxydes et de nitrure de tétane. Je rappelle que cette figure-là représente la distribution de ces phases de façon schématique. C'est-à-dire que ce n'est pas une caractérisation. Le tableau suivant résume les compositions chimiques obtenues par EDS, ça veut dire les résultats quantitatifs obtenus par la microsonde EDS. On remarque que la quantité d'azote et d'oxygène insérée dans les substrats traités est en fonction de l'affluence laser appliquée. En effet, lorsque l'affluence laser augmente, la quantité d'azote et d'oxygène inséré augmente aussi. Pour une fluence de 8 joules par centimètre carré, on remarque que la quantité d'azote est égale à 14,05%, l'oxygène est égal à 35,16%, et lorsque l'affluence laser appliquée augmente, il y aura une augmentation du taux d'oxygène et d'azote. La corrosion est un facteur primordial qui régit la compatibilité d'un biomatériau. Elle doit être toujours prise en considération dans l'évaluation du comportement de l'implant. Pour étudier le comportement électrochimique des échantillons traités, nous avons réalisé des essais de corrosion en utilisant un potentiostat, comme il est montré par la figure ci-contre. La caractérisation a été faite dans la solution de Ringer, qui est un électrolyte physiologique simulé au corps humain. La composition de cette solution est la suivante. Le chlorure de sodium, chlorure de calcium, chlorure de potassium et l'hydrogénocarbonate de sodium. La caractérisation électrochimique consiste à enregistrer l'évolution du potentiel de corrosion en fonction du temps
dans la solution de Ringer à pH égale à 4 et pH égale à 9. Cette solution est portée toujours à une température de 37 plus ou moins 2 degrés Celsius. À noter que la solution de Ringer a été systématiquement changée après chaque essai. Et le même protocole a été suivi pour l'obtention des courbes de polarisation potentiodynamique. On remarque dans cette figure qui représente l'évolution du potentiel de corrosion en fonction du temps, on remarque que tous les échantillons traités ont le même profil ont un profil similaire, caractéristique d'une passivation spontanée, que ce soit dans la solution de pH égale à 4 ou dans la solution de pH égale à 9. En effet, le potentiel de corrosion augmente rapidement en fonction du temps, puis se stabilise aux alentours de la valeur moins 0,05 volts pour la solution de pH égale à 4 et moins 0,5 pour la solution de pH égale à 4. Ceci est dû probablement à la stabilité du film d'oxyde qui s'est formé sur la surface traitée. La courbe de polarisation potentiodynamique permet de calculer le potentiel de corrosion et la densité de corrosion par l'extrapolation des droites de Tafel. Cette figure représente les courbes de polarisation pour les échantillons traités. On remarque que l'échantillon LSA3 se passive et présente un palier de passivation très large et très étendu, que ce soit dans la solution de pH égale à 4 ou dans la solution de pH égale à 9. On remarque aussi que les deux échantillons LSA2 et LSA3 ont un comportement passif se traduit par le déplacement du potentiel vers les valeurs les plus positives. Le tableau suivant résume les paramètres électrochimiques, à savoir le potentiel et le courant de densité et le courant de corrosion pour les échantillons traités. On remarque que l'échantillon LSA2 et LSA3 présentent un comportement présente une bonne résistance à la corrosion parce qu'ils ont un potentiel et un courant de corrosion acceptable en référence des valeurs trouvées dans les articles pertinents. La caractérisation tripologique des échantillons traités a été effectuée en mesurant le coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles de fritting. La figure suivante représente les valeurs du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles de fritting. On constate que les coefficients de frottement de tous les échantillons traités sont plus bas que celui du tétane non traité qui a été pris comme élément de référence. Il est intéressant de noter aussi qu'au-dessous de 8000 cycles de fritting, le coefficient de frottement est stable pour tous les échantillons traités. Il est intéressant de noter aussi que l'échantillon LSA3 et LSA2, qui ont la quantité d'azote plus élevée, présentent les meilleurs coefficients de frottement, avec des valeurs aux alentours de 0,3 et 0,6 respectivement. On a pu tirer comme conclusion que la diminution du coefficient de frottement est attribuée à la quantité d'azote insérée dans les substrats traités. Pour pouvoir voir l'image en relief, nous avons utilisé une caractérisation par microscope à 3D, d'où on remarque une rugosité importante. Ceci est dû à la fusion
rapide lors du traitement par laser et la resolidification. Pour les mesures de microdureté Vickers, nous avons étudié l'évolution de ces valeurs en fonction d'une concentration atomique en azote insérée. On remarque que les valeurs moyennes de la microdureté Vickers augmentent en fonction de l'augmentation atomique en azote dans les substrats traités. On remarque aussi dans la figure qui se trouve à droite l'évolution de la microdureté en fonction de la fluence laser appliquée. On remarque que cette variation est proportionnelle. Ça veut dire que la microdureté Vickers augmente en fonction de l'augmentation des fluences laser appliquées. On a pu tirer comme conclusion que les traitements de surface qui ont été réalisés sur un substrat en tétane dans l'air à l'aide d'une source laser pulsée néodymiale ont permis de modifier la surface de la cible par la formation d'oxyde et de nitrure de tétane. Les analyses de phase effectuées par diffraction des rayons X-DRX ont montré l'existence de plusieurs phases en surface des couches obtenues. Ces phases sont le nitrure de tétane sous-stoichiométrique, le monoxyde de tétane et le trioxyde de tétane. Nous avons tiré comme conclusion aussi que le traitement de surface par irradiation laser permet de diminuer significativement le coefficient de frottement des échantillons traités. On a tiré aussi comme conclusion que l'azote permet d'augmenter la dureté des échantillons traités et diminuer aussi leur coefficient de frottement. Les résultats électrochimiques montrent aussi une bonne résistance à la corrosion de l'échantillon le plus riche en oxygène et en azote. Ceci termine mon exposé. Merci de m'avoir écouté.